une petite introduction. C'est quoi l'alcool? Appelé encore éthanol, appelé encore alcool éthylique. C'est un produit, c'est une molécule chimique. On peut préparer à travers elle des boissons alcoolisées. Lorsqu'on fait ça avec une fermentation, on obtient des degrés alcooliques basses. Lorsqu'on utilise une distillation, on obtient des degrés alcooliques supérieurs à 40. Donc c'est une substance psychoactive. Elle agit essentiellement sur le système nerveux central. Elle peut avoir plusieurs spectres d'effets contradictoires. C'est-à-dire cet alcool, il peut être déprimant pour le cerveau comme il peut être stimulant. Il peut le tranquilliser comme il peut le stimuler. Quelques propriétés physico-chimiques. Donc il s'agit d'un liquide incolore avec une odeur caractéristique. Elle a une saveur très brûlante, il est très inflammable. L'OMS nous indique que cet alcool ou l'abus de consommation de l'alcool est responsable de plus de maladies et de traumatismes au niveau mondial. Donc l'utilisation de cet éthanol, elle est variable, beaucoup plus dans les industries, à savoir l'industrie du parfum, des vernis, de la peinture, aussi comme désinfectant, mais aussi pour la préparation des boissons alcoolisées, à savoir une fermentation de quelques fruits comme les raisins et la pomme pour préparer le vin et le cidre, et des fois c'est une distillation pour avoir des degrés alcooliques plus élevés, tels que le whisky. Un mot sur le degré alcoolique. Quand on parle du degré alcoolique, c'est le nombre de millilitres d'alcool pur qui sont contenus dans 100 millilitres de boisson. C'est-à-dire les verres traditionnels qui sont conçus pour la boisson alcoolisée, elle apporte approximativement la même quantité d'alcool qui est de 10 grammes d'alcool pur. C'est-à-dire un demi-verre du bière de 25 cc, il aura la même quantité d'alcool qu'un verre de whisky à 40 degrés qui contient 2,5 cc. Quelques données de l'OMS concernant l'Algérie, c'était des données de 2018. Donc l'Algérie est le deuxième consommateur d'alcool au niveau du Maghreb après la Tunisie. Donc il y a eu consommation de plus de 270 millions de litres en 2017 d'alcool. Les deux sexes y consomment avec un ratio pour les sexes masculins qui est plus élevé. Donc cette consommation de l'alcool elle a été responsable de 0,8% de troubles chez les consommateurs, 0,7% une dépendance chez ces consommateurs. Elle a été responsable de décès de 21,5 sur 100 000 habitants en 2012 et elle a été responsable de 47,6 sur 100 000 habitants d'accidents de route. A noter que la teneur légale en alcool qui est autorisée en Algérie au volant, elle doit être inférieure à 0,2 g par litre. On va parler un peu de cinétique de cet alcool, son parcours au niveau de l'organisme pour comprendre les différents mécanismes de toxicité. Son absorption, elle se fait principalement par voie orale, donc cette absorption, elle est rapide. Elle se fait en 20% au niveau de l'estomac, le reste qui est 80% se fait au niveau de l'intestin. Donc 90 secondes après la première gorgée de l'alcool, il est déjà présent au niveau de la circulation générale. Un pic plasmatique il peut être atteint dans 1 heure et il diffuse de façon passive. Il existe d'autres voies de pénétration de cet alcool, à savoir une voie pulmonaire qui est retrouvée beaucoup plus en milieu professionnel et une voie cutanée qu'on peut observer accessoirement, par exemple chez les nourrissons qui se traitent et qui utilisent des lingettes à base d'alcool. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette absorption de l'alcool. Donc on dit beaucoup plus la vacuité de l'estomac, c'est-à-dire l'alcool, il est beaucoup plus absorbé lorsque la personne le prend à jeun que lorsqu'il est pris avec alimentation. Le poids aussi, plus qu'on est obèse, donc moins que l'absorption de l'alcool. Il y a aussi les femmes qui sont beaucoup plus sensibles que l'homme par rapport à cet alcool, donc elles se saoulent en premier si elles prennent la même quantité d'alcool. Et aussi il y a le rythme de consommation et le degré alcoolique. On doit retenir que l'alcool, il suit le mouvement de l'eau, c'est-à-dire il est réparti généralement dans tous les organes qui ont un contenu hydrique. Il y a moins de distribution au niveau des graisses et des os, pas de liaison aux protéines plasmatiques, ce qui fait de cet alcool sa dangerosité. Donc, à noter qu'il traverse la barrière hémato-encéphalique, donc il passe dans le cerveau, il entraîne les effets, et aussi il traverse la barrière photoplacentaire et le lait maternel, ce qui est responsable généralement de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal. Donc cette distribution, elle a un temps de demi-vie de 7 à 8 minutes et elle est rapide.
Pour l'élimination, l'alcool s'élimine généralement à 90 à 95% après métabolisation hépatique. Il y aura d'autres voies d'élimination telles que la voie pulmonaire, la sueur, les larmes, la voie lacrymale, etc. Cette élimination, elle peut être influencée ou accélérée s'il s'agit d'un alcoolisme chronique ou un tabagisme chronique. Pour le métabolisme de cet alcool, il se fait essentiellement au niveau du foie, mais il peut se faire dans d'autres organes tels que l'intestin et le rein. Donc au niveau du foie, on aura approximativement 3 voies de métabolisation de l'alcool, et ça, c'est en fonction de l'alcoolémie qui se retrouve au niveau du sang. Donc la première voie, c'est le viseur. Ça marche. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc la première voie de métabolisation, c'est la voie qui utilise l'alcool déshydrogénase. Elle va nous donner un intermédiaire très réactif qui est l'acétaldéhyde. Cette voie se situe généralement au niveau du cytoplasme de l'hépatocyte. Il existe d'autres voies, c'est-à-dire cette voie, elle est rapidement dépassée lorsque l'alcoolémie dépasse 1 gramme par litre. Elle s'installe. La deuxième voie, c'est une voie d'utilisation d'enzymes microsomiales d'oxydation. Toujours, elle va avoir comme mécanisme une oxydation microsomiale au niveau de microsomes hépatiques. Et cette voie aussi, elle est dépassée lorsque l'alcoolémie elle est supérieure à 2 grammes. Puis, il y a une troisième voie qui est la voie de la catalase qui utilise le peroxyde d'hydrogène, qui utilise le H2O2. Elle a lieu au niveau de peroxésome. Donc, ce intermédiaire réactionnel qui est l'acétaldéhyde, il est très toxique et très réactionnel pour notre organisme. Donc il doit rapidement être transformé par l'acétaldéhyde déshydrogénase pour donner ce qu'on appelle l'acétate dans un premier temps, puis le CO2, H2O et une énergie dans un deuxième temps. Donc à noter que l'alcool c'est une molécule énergétique. Pour le mécanisme de toxicité, donc cet alcool il est toxique pour plusieurs organes. On doit cibler généralement les organes nobles, à savoir le cerveau, le foie. On doit parler un peu de syndrome d'alcoolisme fœtal. Et aussi, il est toxique pour tout le tractus gastro-digestif. Sur le SNC, on peut avoir une toxicité directe et une toxicité indirecte. La toxicité directe, elle se répercute généralement sur les membranes neuronales, sur les récepteurs nerveux et sur les canaux ioniques. Et la toxicité indirecte, il s'agit beaucoup plus de troubles d'apport vitaminique qui surviennent généralement en chronique. On va détailler ça. Sur la membrane neuronale, donc l'alcool, il peut jouer sur le mouvement de tout ce qui est phospholipide. Donc la membrane phospholipidique. Il peut entraîner une fluidification suite à l'augmentation des acides gras saturés et insaturés, et ainsi entraîne une dépression du SNC, ça en aigu. Et en chronique, ce sera un effet contraire. Il entraîne une augmentation du cholestérol, une rigidification et une excitation du SNC. Sur les récepteurs nerveux, on va jouer sur la balance entre un système inhibiteur qui est le système GABA et un système excitateur qui est le système du glutamate. Donc il tend vers le système GABAergique en aigu, donc on aura une dépression du SNC, et en chronique c'est le contraire, c'est l'activité glutamate qui va l'emporter, on aura une excitation. Sur les canaux ioniques, donc l'alcool, il conditionne le transport du calcium à travers les membranes. Donc il peut inhiber ces canaux calciques en aigu, il peut augmenter ce passage de ions calcium en chronique, ce qui est à la base de la dépendance physique. Sur le foie, la toxicité de l'alcool se résume en une perturbation métabolique, un stress oxydatif et un déclenchement d'un processus inflammatoire. Quand on parle du métabolisme oxydatif, on parle généralement du métabolisme du glucide, des lipides et des protéines, même un apport vitaminique. Pour les glucides, on dit toujours que l'augmentation du taux d'alcool, donc il y aura l'augmentation de cet intermédiaire qui est l'acétaldéhyde, et par la suite, diminution de NAD+. Ça va provoquer donc diminution de la synthèse de pyruvate, donc une augmentation du lactate, donc on aura toujours lors d'une alcoolémie ou une intoxication à l'alcool, une acidose métabolique.
Une diminution de la néoglycogénèse va être à l'origine d'une hypoglycémie. Mais dans certains cas, cet alcool il peut provoquer, suite à une stimulation de la glycogénolyse, une hyperglycémie. Toujours dans les effets métaboliques, il a un effet sur les lipides. Cet intermédiaire réactionnel et la diminution de la quantité de NAD+, va entraîner l'inhibition de la bêta-oxydation, qui est une réaction pour la synthèse des acides gras. De ce fait, on aura l'augmentation des acides gras, l'augmentation des triglycérides, l'augmentation de la lipogénèse et donc une stéatose hépatique. Pour le métabolisme protéique et vitaminique, cet alcool entraîne une diminution de la synthèse protéique, une malabsorption qui va induire une carence vitaminique, beaucoup plus la vitamine A. Donc cet acétaldéhyde qui est intermédiaire réactionnel, il tend à faire des liaisons covalentes avec les différentes cellules, beaucoup plus les cellules hépatiques. Il est responsable de la synthèse des espèces réactives de l'oxygène, ce qui va provoquer ce qu'on appelle un système oxydatif qui va l'emporter sur le système antioxydant. Donc ce stress oxydatif, il est lié à la production des espèces réactives de l'oxygène. Ça va avoir comme conséquence la déplétion du glutathion, qui est un système de correction ou un système de détoxification des différentes espèces réactives. On aura une carence des vitamines oxydantes, beaucoup plus la vitamine C et la vitamine E. Et on aura libération du fer actif à partir des cellules, à partir du site de stockage, qui est un fer très réactionnel. Pour l'inflammation, donc l'alcoolisme ou l'intoxication à l'éthanol va provoquer l'activation des macrophages au niveau des hépatocytes, qui sont les cellules du cap fer. Ils vont entraîner la libération des cytokines pro-inflammatoires, entraînant par la suite un mouvement des polynucléaires et un déclenchement d'un processus inflammatoire. Donc, maintenant, on va parler un peu de la symptomatologie réelle d'une intoxication à l'alcool. Il y a deux types d'intoxication. On parle d'une intoxication aiguë, c'est l'ivresse généralement. Et lorsqu'on parle de la toxicité chronique ou l'intoxication chronique, on parle généralement de l'éthylisme. Donc, en aigu, on peut avoir une ivresse typique, une ivresse atypique. Et en chronique, cet alcool, il peut toucher la plupart des organes nobles et la plupart des organes viables de l'organisme, à savoir le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système reproducteur, le système digestif. Même il peut entraîner des cancers, des toxicomanies, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier à noter le syndrome d'alcoolisme fœtal chez les femmes enceintes qui consomment cette drogue. Pour l'ivresse typique, il y a essentiellement trois phases. Une première phase d'ébriété, d'excitation, où on aura une euphorie, une anxiolyse avec diminution de la perception de danger et du self-service. C'est lorsque l'alcoolémie elle est avoisinante entre 1 et 2 grammes par litre au niveau du sang. Lorsque cette alcoolémie elle est avoisinante de 2 à 3 grammes, il y aura la deuxième phase qui est la phase d'ivresse classique qui sera installée avec une phase de perturbation psychomotrice ou psychosensorielle. On aura des troubles moteurs, une perte de notion de temps et de l'espace, des troubles de sens et des troubles somatiques. À une alcoolémie supérieure à 3 grammes par litre, on aura ce qu'on appelle l'ivresse comateuse, avec une phase dépressive, un coma calme, une hypotonie, hypothermie, hypoglycémie. Et lorsque cette alcoolémie dépasse les 5 grammes par litre, on peut avoir une mort de la personne par un arrêt cardio-respiratoire. Donc, les effets de l'alcool, ça commence de l'euphorie, puis une désinhibition, ça termine par une sédation et un coma. Pour l'ivresse atypique, comme son nom l'indique, on aura des signes cliniques qui sont atypiques, une phase d'excitation motrice, des hallucinations, un délire, une agressivité, on peut avoir des convulsions. À la fin de l'ivresse, on aura ce qu'on appelle la gueule de bois, qui est caractérisée par des céphalées, une bouche pâteuse, des nausées, des vomissements, une haleine fétide. Cette fin d'ivresse, elle survient 6 à 8 heures après la dernière prise, après la dernière consommation excessive de l'alcool. Maintenant, on va parler un peu sur les effets de cet alcool sur le système nerveux central. Donc, on peut avoir pas mal de syndromes, pas mal de troubles. On peut avoir généralement des troubles cognitifs, on peut avoir des démences alcooliques. Il est responsable des épilepsies
dont 1 à 2% lorsqu'il s'agit d'une ivresse, ou 20 à 40% lorsqu'il s'agit d'un syndrome de sévrage. Il peut y avoir de plusieurs syndromes, tels que le syndrome de Korsakoff, donc on va avoir un langage court, une apathie, une amnésie rétrograde et une amnésie intégrale. Pour le système nerveux périphérique, cet alcool il est responsable d'une polynévrite sensitivo-motrice qui peut entraîner des difficultés de la marche. Et au niveau des yeux, on peut avoir une névrite optique qui va s'aggraver pour donner une diminution de l'acuité visuelle, une cécité irréversible. Tout ça, c'est en rapport avec un défaut d'apport en vitamine B1. Pour la toxicité de l'éthanol sur le foie, on résume essentiellement la stéatose, l'hépatite et la cirrhose. La stéatose, c'est une accumulation des graisses, des lipides dans des cytoplasmes. Généralement, elle est asymptomatique et cette stéatose, elle est réversible à l'arrêt de la consommation de l'alcool dans les 3 à 4 semaines. Pour l'hépatite, c'est une inflammation, une nécrose centrolobulaire qui est due à l'intermédiaire réactionnel qui est toujours l'acétaldéhyde, qui va entraîner la formation des radicaux libres. Et toujours sur le plan clinique, on va avoir une anorexie, une asthénie, des vomissements. Toujours on dit que cette hépatite, elle est réversible s'il y a abstinence. Quant à elle, la cirrhose, c'est une destruction définitive, donc c'est une destruction irréversible des cellules de foie, laissant à leur place un tissu fibreux qui n'est pas fonctionnel. Comme signe clinique, on aura des acides, des hémorragies digestives, des hépatocarcinomes. Il survient suite à une consommation d'environ 50 grammes par jour d'alcool pour un homme et 30 grammes par jour d'alcool pour une femme, sur une durée qui peut aller du 10 à 15 ans après exposition. Sur le tractus gastro-digestif ou sur l'appareil digestif, donc cet alcool, il est toxique pour la cavité buccale, il peut entraîner des mauvais états dentaires, il est toxique pour l'œsophage, on peut avoir un reflux gastro-œsophagien, on peut avoir des œsophagites, des varices œsophagiens, on peut avoir une pancréatite et des nécroses au niveau du pancréas, au niveau de l'estomac, on peut avoir des hémorragies, des ulcères et des gastrites, et même au niveau du côlon, on peut avoir des diarrhées, des hémorragies et des syndromes de malabsorption. Au niveau cardiovasculaire, cet alcool il est responsable du cardiomyélite, d'hypertension artérielle et du trouble de rythme. Ils disent toujours que la consommation de l'alcool à des faibles doses peut avoir un effet protecteur sur le cœur, mais ça reste des hypothèses. Donc cet alcool il est également toxique pour la lignée hématologique, pour les 3 lignées d'ailleurs. Il peut provoquer des anémies modérées macrocytaires, il peut provoquer des neutropénies et une thrombopénie. Sur l'appareil reproducteur, il peut entraîner un effet reprotoxique, c'est-à-dire une atrophie testiculaire et une perte de cellules reproductrices chez un homme. Il peut provoquer une infertilité et des avortements chez la femme. Pourquoi l'alcool est si dangereux au cours de la grossesse? Parce que l'alcool, comme on a dit, il traverse la barrière fœto-placentaire, donc il passe au niveau du fœtus, et il y a l'absence des capacités physiologiques et elles sont rapidement dépassées pour la dégradation de cet intermédiaire réactionnel qui est l'acétaldéhyde. Combien de grammes doit-on consommer pour peut-être avoir ce syndrome d'alcoolisme fœtal? Donc ils disent la consommation d'environ 100 grammes par jour durant la période de la grossesse, elle est responsable de 30 à 40% de syndrome d'alcoolisme fœtal. Quelle est la période la plus sensible de la grossesse? Généralement, c'est toute la grossesse, plus précisément le premier trimestre où il y a la formation des différentes parties, différents membres du fœtus. Quelle est la gravité? Donc c'est la troisième cause du retard mental au niveau mondial et un tiers des naissances, elles sont prématurées. Donc on dit que l'alcool est une vraie substance tératogène qui va provoquer des malformations à la naissance. Donc les conséquences, comme on a dit, c'est le syndrome d'alcoolisme fœtal qui va être la conséquence d'une inhibition de la réplication de l'ADN, une baisse de la synthèse protéique, une mauvaise différenciation des cellules nerveuses et même une anomalie de la myélinisation beaucoup plus au niveau du 2e et du 3e trimestre. Donc cliniquement, qu'est-ce qu'on aura? On aura une dysmorphie crânio-faciale, on peut avoir aussi des troubles de développement psychomoteur avec agitation, convulsion, déficit mental, troubles de comportement. Et on peut avoir des anomalies viscérales, donc des anomalies cardiaques, urogénitales, musculaires et même squelettiques. L'alcool également, il est responsable du cancer, donc suite à
la production de l'acétaldéhyde qui est un intermédiaire réactionnel. Donc le centre international de la recherche du cancer le classe comme étant classe 1 pour l'homme, c'est-à-dire c'est un cancérigène en quelque sorte sûr pour l'homme. Les cancers qui peuvent provoquer généralement, c'est les cancers de la bouche, du pharynx et du larynx. Juste un mot pour la toxicomanie. Cet alcool donc, peut provoquer une dépendance physique et une dépendance psychique. La dépendance physique, beaucoup plus, on aura une tolérance, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter la consommation de l'alcool pour avoir l'effet initial retrouvé. Et le syndrome de sévrage, c'est lorsqu'il y a abstinence ou lorsqu'il y a un arrêt de cette consommation de l'alcool, on aura beaucoup d'effets indésirables qui veulent survenir, une sueur, des diarrhées, des anxiétés, des tachycardies qui peuvent engendrer un syndrome de délirium tremens avec une confusion mentale, des anomalies de la perception, des orientations temporo-spatiales, etc. Et en ce qui concerne la dépendance psychique, si le désir est responsable de consommer cette drogue, ça peut entraîner ce qu'on appelle des actes antisociaux. Donc ça rend la personne toujours, elle est mal à l'aise. Donc on dit plus vous buvez la veille, moins vous assurez le lendemain. Elle rend la personne violente et agressive. Et beaucoup plus, on doit noter que l'alcool au volant est la cause dans un tiers d'accidents mortels au niveau mondial. Donc on dit toujours, la personne qui ne boit pas, c'est celle qui doit conduire. On termine avec cette conclusion. Les conséquences de la consommation excessive de l'alcool sont particulièrement graves, tant sur le plan pathologique et le plan social. Beaucoup plus, on associe cette consommation de l'alcool avec d'autres facteurs de risque, beaucoup plus le tabac. Et aujourd'hui, la consommation excessive de l'alcool, elle est responsable de milliers de décès à travers le monde, ce qui rend de ce phénomène un problème majeur de la santé publique. Et je vous remercie. Merci beaucoup.